Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Éco-Débat pose ses valises aujourd'hui à Dakar, quelques jours après l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cet opposant anti-système qui, avec Ousmane Sonko et le parti, vient de recevoir le quitus du peuple sénégalais pour apporter une nouvelle dynamique politique et économique au Sénégal, une dynamique de reconquête de la souveraineté, reconquête politique, mais surtout reconquête économique pour le Sénégal. Qu'est-ce qui va changer dans le dispositif économique au Sénégal, dans la sous-région ouest africaine, dans les relations du Sénégal avec l'international et surtout dans le quotidien des Sénégalais? On ouvre le débat avec nos invités du jour. Serge Patrick de Souza, consultant politique. Merci d'être avec nous. Le plaisir est toujours partagé, M. Soumao. Et avec nous ici en studio, M. Moké Saint-Mexan, consultant développement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et puis je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de Média 1 TV et puis merci pour l'invitation. Alors messieurs, c'est officiel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le 5e président du Sénégal, élu avec environ 54% des voix au suffrage du dimanche 24 mars 2024. Messieurs, comment est-ce que vous avez vécu cette élection? Quelles leçons tirées? C'est un vent d'espoir démocratique parce que c'est inédit. Après le Libéria, le Sénégal vient montrer une fois de plus que l'Afrique, notamment dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, il y a encore cette capacité que les États ont à organiser des élections pour préparer une alternative, une alternance au bénéfice des populations. Parce que nous avons observé des élections, c'est vrai que c'était dans un contexte un peu houleux, avec l'emprisonnement de Sonko et du président même qui vient de gagner l'élection. On a vu un débat, un bras de fer entre l'opposition et le régime en place qui vient de perdre le pouvoir. Et au bout, c'est une journée électorale qui s'est passée vraiment dans l'apaisement avec une mobilisation massive des Sénégalais qui ont aujourd'hui prouvé que leur conscience citoyenne est vraiment forte. On a vu en 2012 ce que le peuple sénégalais a fait quand il s'agissait pour Ouad de tenter de modifier la Constitution. Et nous voyons que ce même peuple qui a porté, il faut le rappeler, M. Macky Sall, en 2012, pour les mêmes raisons, ce même peuple se mobilise encore pour faire barrage, pour dire que désormais, c'est le peuple qui prend ses responsabilités, qui décide. Donc, il faudrait que les acteurs politiques comprennent ce langage et essaient quand même de marcher selon ces principes de vertu de la démocratie. Et on espère que cette situation va contaminer la Côte d'Ivoire, qui se prépare d'ailleurs en 2025 pour l'élection présidentielle. Volonté du peuple, M. Moké Saint-Mexan, quelle lecture vous faites de cette élection? Je le disais en off, cette élection a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par l'Afrique tout entière et plus singulièrement par l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que c'est la première fois quand même, depuis 1960, qu'un opposant arrive au pouvoir au Sénégal, c'est-à-dire il sort de l'opposition, il arrive au pouvoir. Et cette élection est importante parce que vous voyez 61% de taux de participation. Ça montre la maturité du peuple sénégalais, ça montre aussi la culture démocratique de ce pays-là. Voilà. Et aujourd'hui, à la victoire du président Bassirou Faye, il a été appelé même par ceux qui n'ont pas remporté l'élection, notamment celui qui vient en deuxième position, Amadou Ba, qu'il a appelé quand même pour le féliciter. Et pour ceux qui suivent l'actualité, hier, il était au palais au niveau de Dakar, justement pour saluer, on va dire, presque l'ex-président Macky Sall. C'est pour montrer la vitalité de la démocratie sénégalaise qui devrait, comme l'a dit Patrick de Souza, qui devrait contaminer justement tous les pays qui se préparent à organiser justement ce type d'élection. Au-delà de tout ça, je voudrais mettre un point sur cette belle histoire. Voici des personnes qui sortent de la case prison et qui se retrouvent aujourd'hui au palais présidentiel. Comme quoi aujourd'hui, l'argument de la prison, l'utilisation de la prison pour museler quelque part l'opposition, aujourd'hui n'a pas l'effet escompté. Et il faut saluer justement Bassirou pour le combat qu'il a eu à mener, saluer surtout Sonko. Et là où nous serons tous attentifs, c'est cette cohabitation inédite entre Bassirou Faye, qui devient président, mais qui en réalité, on sait tous que c'est Sonko qui aurait dû l'être
n'eût été cette déboire judiciaire, on va voir un peu ce que cette cohabitation va donner. Et puis bon, moi je fais partie de ceux qui sont plus ou moins sceptiques parce que nous connaissons un peu l'Afrique. Alors donc on aura le temps de dérouler pour voir comment est-ce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye vont déployer en tout cas leur politique. Mais un petit pincement, on a vu le président sortant, le président Macky Sall, qui était quand même porteur d'un grand projet, l'émergence, 12 années de grands chantiers, de grands investissements. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 12 années de mandat de Macky Sall au plan économique, ces grands acquis? Vous savez, en 2012, quand Macky Sall arrive au pouvoir, il a dit que son mandat, c'était un mandat de rupture. Parce qu'il entendait mener de grands chantiers au niveau infrastructurel et au niveau social. Lorsqu'on fait le bilan de son mandat, on se rend compte que le volet social n'a pas été du tout bien abordé par Macky Sall. Mais en termes d'infrastructure, il fut un bâtisseur parce qu'il s'est positionné dans la continuité de ce que Wade, son prédécesseur, avait déjà entamé. Ce sont des stades qu'il a construits. Il a même construit le train, le BTR. Le BTR. Il a aussi installé une centrale solaire pour renforcer la dotation en énergie. En termes infrastructurels, il a vraiment fait énormément de réalisations. Il y a d'ailleurs le symbole de cela, c'est la nouvelle ville de Diamniadio qu'il a construite. Je pense que ce sont des infrastructures, ce sont des ouvrages qui vont marquer l'histoire quand même du Sénégal. Donc Macky Sall a posé son empreinte dans la dynamique économique du Sénégal. Mais il faut savoir que c'est vrai, après, les Sénégalais n'ont pas senti directement tous ces investissements dans leur quotidien, parce qu'il faut noter que le taux d'endettement a quand même grimpé. En 2012, ils faisaient leur entrée au PPTE avec un allègement de la dette, mais nous nous rencontrons qu'aujourd'hui, la dette a grimpé autour de 70%. C'est vraiment énorme. Il y a aussi le taux de chômage qui a grimpé. Donc, c'est certainement parce que ce genre d'infrastructures, ce sont des investissements qui auraient un impact social sur le long terme. Mais les populations, elles, lorsqu'elles vivent, elles ont besoin d'un ressenti maintenant dans le quotidien, parce que c'est dans le présent que toutes les réalités se ressentent. Et aujourd'hui, nous pouvons saluer Macky Sall pour tout ce qu'il a réalisé comme autoroute, le désenclavement de Dakar, le pont qui allie maintenant la Gambie et le Sénégal. Vraiment, il y a eu énormément de chantiers qui ont été réalisés. Mais l'indice de développement humain, qui était l'élément phare, qui a été l'un de ses faits de lance lorsqu'il critiquait Wade, lorsqu'il a annoncé que c'était un mandat de rupture. C'était l'un des éléments phares qui a mobilisé les Sénégalais autour de lui. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse et les populations sont encore en attente. Sont en attente parce qu'ils ne ressentent pas réellement dans leur vécu ce qui avait été promis, notamment ces chantiers économiques qui devaient vraiment impacter leur quotidien. Donc c'est vraiment un peu ce problème qui vient entacher tout le travail qu'il a fait. Après, c'est vrai, il y a des questions démocratiques. On a vu que le bras de fer depuis 2001 qui a commencé avec Sonko, mais il faut noter qu'il y a eu la modification de la Constitution. Avant, le mandat c'était de 7 ans. Il a ramené à 5 ans. Ses partisans même s'interrogeaient. Il y a eu un débat où on s'interrogeait ce qu'il va faire un autre mandat. On a vu aussi en Côte d'Ivoire comment c'est passé, mais il a annoncé qu'il ne fera pas un autre mandat pour garder l'esprit, la culture démocratique au Sénégal. Il a respecté cela, mais en contrepartie, il a vraiment harcelé en griffe l'opposant Sonko au point de faire la prison. Je pense que en juin 2023, il a même sanctionné une presse internationale et une presse locale, et ça fait que le Sénégal, dans le classement mondial des libertés de journalisme, le Sénégal avait beaucoup reculé, et là nous avons quand même des souvenirs lourds avec des morts qu'il y a eu déjà en 2023, en 2021. Ce sont des effets négatifs de sa gouvernance, mais je vais dire au-delà de cela, si c'est sur les questions
infrastructurel, vraiment, il a réalisé beaucoup de choses. Monsieur Moké Semeksan, qu'est-ce que vous retenez de ces 12 ans? Qu'est-ce qui vous a marqué 12 années de mandat Macky Sall? Patrick Dessous a été très prolixe sur la question. C'est la même analyse que nous avons tous. Au niveau des infrastructures, Macky Sall, au Sénégal, on l'appelle quand même le bâtisseur. Donc, il a eu à mener de grands travaux, la ville nouvelle, on a parlé du train, des routes et tout ça. Mais comme on dit un peu chez nous en Côte d'Ivoire, on le disait au début des années 2010, on ne mange pas goudron. C'est ce que les Sénégalais, je pense, ont dû dire quelque part en Wolof ou dans d'autres langues locales. Parce qu'au-delà, au niveau social, il y a eu cette grogne au niveau social. Et surtout, sur les questions sanitaires. On se rappelle tous, et ça a été l'un des exemples les plus patents de cet échec sanitaire de l'incendie de l'hôpital qui a coûté quand même la vie à 11 nouveau-nés. Donc la rue sénégalaise n'a pas ressenti les effets véritables de cette embellie économique. Et puis il faut dire aussi, il faut suffisamment souligner 70% de taux d'endettement. Voilà. Et puis avec une mauvaise gouvernance qui est pointée. D'ailleurs, ça a été la clé de voûte de tout le système du PASTEF. La mauvaise gouvernance, le fait de dénoncer et tout. C'est vrai qu'on s'endette. Mais est-ce que, et le débat aussi certainement se pose dans d'autres pays, certainement aussi le nôtre, lorsqu'on s'endette, est-ce que la dette, ou du moins les fonds que nous demandons, sont utilisés effectivement pour pouvoir mener les travaux qu'il faut? Et ça aussi, c'est un sujet important, certainement que ça fera l'objet de tout un débat. Et au niveau du Sénégal, le volet social a été carrément la force note de ce gouvernement. Et il a exprimé aujourd'hui le taux de chômage, c'est 3 Sénégalais pratiquement sur 10 qui sont en quête d'emploi. Et tout le monde revient vers les grandes villes et c'est très difficile justement en milieu rural. Et le PASTEF avec Ousmane Sonko ont su s'engouffrer dans la brèche pour pouvoir trouver la faille. Alors quand je vous écoute, le tout nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, selon vous, quelles seront ses priorités, ses premiers chantiers sur lesquels il doit mettre l'accent pour vraiment marquer son mandat? Bon, il a dit lors de son premier discours, le tout premier discours dans ses habits neufs de président, il a dit qu'il est un homme de rupture. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'au niveau économique, il vient pour assainir d'abord les finances publiques, il vient aussi pour renégocier les contrats. Il y a une volonté assez volontariste du gouvernement qui s'apprête à se mettre en place de renégocier les contrats. Et ces contrats, c'est tant au niveau du pétrole, du gaz. On sait que sous l'ère Macky Sall, il y a eu quand même des contrats avec des compagnies comme British Petroleum ou Cosmos Energy, la compagnie américaine. C'est vrai que le président Macky Sall a assuré que l'État sénégalais était tout à fait gagnant au niveau de ces différents contrats, mais il faut croire que l'équipe de Sonko et du président Bassirou disent le contraire. Donc c'est l'occasion pour les Sénégalais justement de revisiter l'ensemble de ces contrats et de s'assurer véritablement qu'ils vont tirer profit, que le Sénégal va pouvoir tirer profit de toute cette manne financière. Au-delà, il y a aussi la pêche, qui est un secteur très important au Sénégal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les petits pêcheurs, c'est-à-dire les artisans pêcheurs, aujourd'hui se plaignent de la rareté finalement des ressources. Parce qu'on a affaire à de grands groupes internationaux qui vont venir, et pour la plupart ce sont des groupes asiatiques qui ont pris en compte le secteur pêche et avec des moyens tout à fait modernes qui empêchent justement les petits pêcheurs de pouvoir avoir des revenus. Certaines enquêtes disent que les permis ont été octroyés aux Sénégalais qui, eux, en sous-traitance, les remettent à ces entreprises-là. Donc, je pense que ça a été l'un des points forts aussi de la campagne. On va observer dessus. Et puis, bon, il faut dire que là où aussi on attend, c'est surtout au niveau du projet social. C'est surtout au niveau du projet social. Autant on a insisté sur le fait que le président Macky Sall a énormément travaillé sur les aspects d'infrastructure et tout ça, autant on espère que la rupture se fera au niveau social et que les Sénégalais pourront bénéficier véritablement de la richesse de leur pays et pourront bénéficier de meilleures conditions de vie. Surtout que c'est l'un des pays les plus chers aussi au niveau de l'Afrique. Des meilleures conditions de vie pour vous. On sait que pratiquement Ousmane Sonko, en tout cas l'affaire Ousmane Sonko et Bassirou sont partis d'un fait, on va parler d'éthique au niveau des comptes publics. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la transparence dans la gestion des dossiers de l'État, ça sera quelque chose de fondamental? On sait que quand on est opposant, c'est facile de critiquer, mais quand on est dans le feu de l'action, il y a certaines informations qui ne doivent pas être en griffe rendues publiques. Est-ce que vous pensez que Diomaye Faye et son équipe
pour en réussir cette alchimie? Oui, aujourd'hui, l'argument qu'on utilise contre Macky Sall, ce n'est pas les infrastructures. Ce n'est pas cela. C'est comment assainir non seulement la gouvernance administrative, donc parler de bonne gouvernance, mais aussi essayer de voir comment est-ce que la redistribution des gains de l'État puisse toucher les populations. Et je pense que c'est ce discours qui a motivé les populations à soutenir Sonko, enfin le duo Sonko, désormais c'est le duo Sonko et Bassirou. Vous savez, c'est une équipe de jeunes qui ont des talents. Il y a un député, un ex-député du nom de Toussé Monga, qui était suppléant à l'époque de Wade, mais après, qui était candidat contre Sonko à Ziguinchor, qui a rejoint le PASTEF, qui était un jeune député qui fut éloquent à l'Assemblée nationale à l'époque, qui était engagé, mais pour les besoins des populations. Et si ces jeunes-là, aujourd'hui, sont avec Sonko, avec Bassirou, mais c'est bien parce qu'il y a la possibilité, ils ont la capacité d'apporter ce genre de réformes. Vous voyez, j'ai apprécié plus ou moins certains projets proposés par le PASTEF, notamment sur la décentralisation, où c'est prévu de créer 8 pôles économiques dans 8 régions. Mais la décentralisation n'est pas qu'administratif, mais c'est aussi économique. C'est vraiment un projet qui est important et qu'il faut féliciter. Au niveau du pouvoir du chef de l'État, c'est une question qui a été abordée pour vraiment amoindrir, diminuer comme ils peuvent le pouvoir du chef de l'État, de sorte à ce que le Premier ministre puisse faire son travail, mais que les autres pouvoirs, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire, chacun puisse avoir son autonomie et travailler correctement. Si on arrive dans cette trilogie de pouvoir, je pense que ça serait possible de pouvoir assainir l'administration. Et puis, c'est une volonté politique. Et pour un pays comme le Sénégal, qui affiche cette haute capacité démocratique, et on voit une population en face qui est capable, qui est prompte à pouvoir donner le ton et faire entendre la voix, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de respecter leur engagement, notamment assainir. Maintenant, après, assainir, c'est quoi? Ce sont des réformes qui ont été proposées au niveau des différents contrats avec les partenaires qu'il faut révisiter, il faut réactualiser si possible. Il y a le débat, comme ce que mon frère Moké vient de dire, il y a le débat autour des puits pétroliers qui ont été découverts, qui est un enjeu capital. Surtout, nous sommes dans une période de réchauffement climatique, donc l'énergie reprend sa place stratégique au niveau des positionnements économiques des États. Je pense que c'est un problème central qu'il va pouvoir examiner avec beaucoup d'acuité et voir comment est-ce que les populations puissent avoir leur intérêt dans tout ce que ce nouveau gouvernement entreprendra comme action. Et il y a cette question en tout cas qui revient sur tous les médias et sur toutes les lèvres. On sait que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouveau président, est porteur d'une vision de souveraineté économique qui passe aussi par une souveraineté monétaire. Et la question se pose, est-ce que le Sénégal va toujours rester dans la zone CFA? Comment est-ce que le Sénégal va se comporter? Messieurs, selon vous, où est-ce que le Sénégal aura tendance à se positionner très rapidement? Moi, sur la question du franc CFA, je félicite honnêtement déjà le président Bassirou qui a eu à s'exprimer sur le sujet. Je pense qu'il va apporter une réponse graduée, je veux dire, à toutes les initiatives au niveau de la monnaie. Il a exprimé clairement sa volonté de suivre la logique de la CEDEAO, qui va dans une logique avec la monnaie l'éco. Donc il va voir là où ça conduit et on sait qu'il faut jusqu'en 2027 pratiquement pour voir ce projet être finalisé. Après coup, si ce projet n'arrive pas à son terme et que les différents partenaires n'arrivent pas à s'entendre comme il faut, évidemment, il se réserve lui le droit de pouvoir poursuivre d'autres options. Donc sur la question de monnaie, je pense que c'est une attitude prudente, mais une attitude responsable. Il faut quand même souligner que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le siège même est à Dakar. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut balayer du revers de la main. Et je ne pense pas
Et ça, c'est pour revenir à une autre question qui parlait de l'AES, justement, de peut-être la possibilité pour le Sénégal d'entrer dans l'AES. Je ne pense pas pour que le PASTEF, dans son développement, dans les 84 pages que j'ai eu à lire de leur programme de campagne, je ne pense pas que ce soit la priorité de leur. Et le leader Ousmane Sonko a bien souligné qu'il fallait prendre des décisions loin des émotions. Donc je pense qu'on a fait une équipe, comme il a souligné, c'est vrai que Bassirou, le président Bassirou a 44 ans, Ousmane 50 ans, de jeunes, mais de responsables qui ont la pleine maîtrise des enjeux aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais des enjeux de souveraineté économique de leur pays. Ils ont d'ailleurs signifié, ils vont travailler avec tous leurs partenaires stratégiques, mais pourvu que cela se fasse de façon respectueuse. Donc c'est une douce pression qui met sur les différents partenaires, mais derrière, je pense qu'ils ont la pleine mesure et ils ont les coudées franches pour pouvoir travailler pour la population sénégalaise. Justement, est-ce qu'ils bénéficient de toutes ces coudées franches? C'est vrai qu'ils sont, Bassirou Diomaye Faye est le nouveau président de la République du Sénégal, mais à côté, il va falloir composer avec le Parlement. Pour l'heure, le PASTEF n'est pas aussi représenté que ça au Parlement, donc il va falloir jouer avec des compromis. Est-ce que, quand on regarde cet échiquier politique, ce schéma, Bassirou Diomaye Faye a les coudées franches pour déployer sa politique comme il l'entend, ou on va devoir observer, on aura 1 à 2 années d'observation avant d'entrer dans sa politique même? Je dis que 2 ans un peu long, parce qu'il faudrait remarquer que ce n'est pas seulement le PASTEF qui a porté Bassirou à la tête du Sénégal. Il y a une partie du parti de Wade et de Karim Wade a soutenu Bassirou. Il y a eu même le parti de Macky Sall. Il y a une partie de militants qui ont soutenu Bassirou. Aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers un gouvernement d'ouverture. S'il y a un gouvernement d'ouverture, je pense que ça va pouvoir lui donner des leviers pour pouvoir jouer ces questions-là. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, Bassirou hérite quand même d'un bon héritage diplomatique au niveau international de Macky Sall, parce qu'à la tête de la CEDEAO, Macky Sall a pu quand même jouer un certain nombre de rôles primordiaux pour faire avancer la zone, notamment sur les questions de paix. Il s'est positionné comme médiateur, il ne s'est jamais engagé directement, comme on voit entre les relations, les rivalités qu'il y a entre certains États. Il ne l'a pas fait, et on se souvient qu'il a été l'un des principaux acteurs de l'entrée de la CEDEAO au G20. C'est quelque chose vraiment qu'il faut féliciter, et donc je pense que cet héritage-là positionne le Sénégal, pas le nouveau président, mais le Sénégal en posture d'ouverture avec tous les partenaires. Et vous voyez même que le président de la transition du Niger a lancé un appel pour l'AES, que Bassirou intègre l'AES, mais le Sénégal est quand même le lieu où réside le siège de la BCEAO. Le Sénégal n'est pas n'importe quel pays dans le système sous-régional. Donc il faut quand même revoir cela. Au niveau interne, je ne pense pas que Bassirou ou le PASTEF aille vraiment de manière introvertie. Il aura forcément, on va observer certainement un gouvernement d'ouverture, de l'âge d'ouverture, ce qui va avoir un impact notamment sur le poids de l'exécutif au niveau de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, lorsqu'il y a des élections présidentielles, ça annonce en même temps les élections locales. Donc on observe si dans l'immédiat, il n'arrive pas à maîtriser ses leviers, je pense que l'urgence sera, d'un point de vue stratégique, de préparer les poulains du PASTEF au niveau local pour pouvoir briguer le maximum de sièges à l'Assemblée nationale et faire passer les réformes qu'il propose. Mais tout comme fait, il y a un contrat qui est scellé entre le PASTEF et la jeunesse. Il y a un contrat qui est scellé entre le PASTEF et les populations. Si la politique sociale est engagé comme ce qui a été proposé, si les réformes au niveau de la bonne gouvernance sont amorcées, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le PASTEF de mieux se positionner, notamment au niveau du Parlement. Et pour une meilleure redistribution des richesses, on sait qu'en tout cas, les impôts, le trésor, ce cœur, en tout cas ce pilier de l'économie de chaque pays doit être scruté attentivement. On sait que Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des impôts, ils savent comment les choses se passent de l'intérieur. Est-ce que vous pensez qu'ils auront une attention particulière pour les impôts
Ou bien à partir de maintenant, ils vont décrocher pour se mettre en mode politique. Ils ne peuvent pas parce que c'est ce qui constitue même, je vais dire... Non, quand je pose cette question, c'est un peu à dessein quand on sait que Ousmane Sonko, par exemple, de l'intérieur des impôts, il a vu certaines choses et qu'il a voulu décrier ce qui a occasionné en tout cas tous ces déboires avec le pouvoir en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il sait les situations que le pays a vécues, il connaît les personnes, les acteurs clés dans les affaires? Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de, je ne peux pas dire de vengeance, mais de remise à niveau qui sera Non, il faut la remise à niveau, il faut de la transparence, c'est ça la bonne gouvernance. Ce sont les principes de la bonne gouvernance et ça a été déjà annoncé. Je pense que le Sénégal est arrivé à un niveau où il faut pouvoir éduquer maintenant la gestion publique, les services publics. Il faut pouvoir éduquer les services publics parce que il y a une classification des démocraties dans le monde. On dit qu'il y a les anciennes démocraties et les nouvelles démocraties. Le Sénégal se positionne où? Si aujourd'hui le monde entier reconnaît que le Sénégal donne une leçon de démocratie, est-ce qu'elle est une ancienne ou une nouvelle démocratie? Mais pour arriver à là, il faut pouvoir assainir aussi ce volet de gouvernance-là. Et donc, s'il y a des sanctions à prendre pour des personnes qui ne servent pas le peuple, mais il faut prendre ces sanctions. C'est difficile, mais il faut prendre ces sanctions-là. Et donc, je pense que on retiendra ça de vous, prendre des sanctions pour pouvoir assainir le secteur économique, on va le dire. Alors, ma dernière question se tourne vers vous. On a vu Macky Sall, le bâtisseur, le grand bâtisseur. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, est-ce que vous pensez qu'il va s'engager aussi sur de grands chantiers? C'est vrai qu'il faut soutenir le social, être beaucoup dans le social, mais par derrière, il faut créer les conditions pour développer l'économie. Pensez-vous qu'il va continuer les grands chantiers? Bien sûr, mais même avant ça, je voulais parler sur le point des impôts. Je voulais simplement dire que il y a des gens qui ont des sueurs froides à se faire quand même. Voilà, je pense que voilà, quand on a eu à critiquer, qu'on a subi tout ce qu'on a subi, tel que Sonko le président Sonko l'a subi, il va de soi que les mesures seront quand même assez fortes parce que l'impunité, surtout au niveau économique, il est temps que dans nos États, cela puisse cesser. Parce qu'on parle beaucoup d'impunité politique, mais au niveau économique, il y a de véritables, je me permets le terme gangster, à la tête de nos États, de véritables filières qui véritablement accroît la pauvreté au niveau de nos peuples. Pour ce qui est de la question sur les grands chantiers, c'est une dynamique dans laquelle l'Afrique de l'Ouest mais l'Afrique tout entière s'est engagée aujourd'hui. Ça fait partie des priorités en matière de développement. Et le projet Sénégal émergent du président Macky Sall, justement, mettait un point d'honneur sur ces aspects-là. Je pense que les deux vont de pair. On ne peut pas dissocier les infrastructures de tout ce qui est projet au niveau social. Donc, ils ont à cœur de bâtir encore plus grand, encore plus loin, encore plus fort, d'autant plus que pour mettre des industries, pour pouvoir transformer les matières premières, il faut de l'énergie. Et donc, en matière d'énergie, il faut une politique énergétique qui pourra assurer aussi la souveraineté énergétique du Sénégal. Je pense qu'il faut doubler la capacité actuelle pour permettre au Sénégal de mettre en place de grandes industries et pouvoir transformer leurs produits au niveau local. Donc, je pense qu'on est parti sur des chapeaux de roue et ça serait intéressant de suivre déjà les premières années du mandat de Bassirou. Suivre les premiers pas de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Messieurs, merci déjà pour ces quelques analyses que vous venez de nous servir. Ça nous permettra de mieux lire en tout cas ce qui sera l'actualité économique au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est ici que se refait malheureusement ce débat. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.